j'ai relu des choses, j'ai reparcouru mon ancien cours d'anthropologie culturelle, non, de la santé, bien sûr. J'ai repris goût à tout ce qui est corps. Mais je vais juste rester dans le contexte. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'anthropologie de la santé en 2010. Bon, j'avais mon bac et tout ça là. Et j'avais écouté, je ne pouvais pas faire la médecine parce que ce sont 5 critères. Donc, j'avais écouté la leçon inaugurale de Peter Piot. C'était sur le sida, je pense. Et puis après quelques années, Dominique Kerwedon. J'ai aimé, pourquoi? Parce que ils expliquaient comment est-ce que la culture a fait que la maladie a perduré, en fait. Que les gens pensent que ce n'est pas réel, qu'un truc là dans le corps fait que quelqu'un maigrisse. Non, c'est pas réel, ce truc-là. Et je me disais, mais comment est-ce que la culture, comment est-ce que les croyances des gens changent les choses ou les maintiennent dans une situation de précarité? Bien, que ce soit la croyance ou pas la croyance, mais c'est ça. Donc, même la gamification, en relisant la partie gamification de ton livre, tu pensais que c'était pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même, hein. Le peu qui a été fait là-bas, c'est beaucoup. Ça peut servir à plein de choses. Parce que j'étais obligé d'aller voir. J'ai même le livre de la boîte d'outils de gamification de Chris. J'avais lu ça avant même d'avoir ton livre. Et quand tu as fait un clin d'œil encore, je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir. Et j'ai vu quand même des choses assez intéressantes qu'on peut utiliser dans le domaine de la gamification du point de vue numérique et non numérique. C'est pourquoi je reviens toujours dessus. En tout cas, merci. Je pourrais épiloguer, quand même expliquer le contexte. C'est assez intéressant. Tout au long de cet échange, c'est ça. Comme je le dis, c'est poser des briques. C'est-à-dire faire prendre conscience aux gens que aujourd'hui, c'est pourquoi moi, quand je parle d'accessibilité même des gens, je dis aux gens qu'aujourd'hui, on a la force. Par exemple, quand on construit des bâtiments à 5, 6, 7 étages et qu'on ne prévoit pas un truc pour permettre aux gens qui sont en mobilité réduite de pouvoir aller au sommet, je me dis aujourd'hui, tu penses, toi l'architecte ou toi le propriétaire, tu penses que tu as les 2 pieds, tu peux prendre les escaliers. Je ne refuse pas, félicitations. Mais quelque chose peut arriver. Tu peux même, en quittant ta maison, en rentrant dans ton immeuble, ton genou cogne le mur. Difficile de plier le genou automatiquement, alors que tu n'as pas fait un accident, hein. Juste le genou qui a un problème. Et tu es au 7e étage. Comment tu fais pour aller au 7e étage avec ce genou qui a un problème? Mais il y a de cela quelques heures, tu es bien portant, tu peux même faire ça à 10 000 fois. C'est pourquoi moi, je pense que là, tout ce que moi je fais en matière d'évangélisation dans le domaine de design, pour moi, c'est de poser des bases, poser des briques, donner la voix. Parce que les gens, beaucoup, désolé de le dire, beaucoup quand même. Bon, dans mon pays, je parle de mon pays et dans le pays limitrophe, quand on parle de design, se limite qu'aux interfaces. C'est-à-dire, on fait des interfaces très belles, bien à cliquer. Oui, c'est joli, félicitations. Mais à la fin de la journée, si ça ennuie à utiliser, si l'utilisateur n'est pas pris en compte, ça ne sert à rien en fait. Ça serait encore, comme tu viens de le dire, une application parmi tant d'autres. Donc, la gamification, précisément dans la santé, vient à point nommé pour corriger tout ce qu'on a comme problème. Peut-être dans les jours à venir, réfléchir carrément sur tout ce qui est aménagement des espaces hospitaliers, en fait. Donc, c'est-à-dire mieux faire, mieux faire. Il y a des gens qui ne construisent pas des hôpitaux, des cliniques, quand même à Lomé. Ils trouvent des villas et ils louent directement les villas. Donc, la villa n'a pas été construite, réfléchie dans le concept d'une personne qui a un problème de mobilité réduite. Donc, automatiquement, il faut recasser, refaire, ou on fait comment? Donc, tout ça, là, il faut réfléchir à ça. C'est vraiment un long chantier. Je ne serai pas seul à faire ça. Ce serait une perte de temps, peut-être, ou quasiment, je serais, comme le dit, je verserai de l'eau sur le dos d'un canard, comme pour parler comme chez moi. Ouais, parce que chez nous, on comprend pas ce que ça veut dire. Ouais, bien Pas sûr. que tu me dises. Chez nous, ça dit que si
Si tu verses de l'eau sur le dos du canard, l'eau ne rentre pas, en fait. Ah oui, Il d'accord, suffit OK. il suffit qu'il se bouge comme ça, et voilà, c'est une perte de temps. Donc, c'est plus quand on dit ça comme ça. Donc, voilà, OK. je m'arrête là et je te laisse prendre la parole et nous partager cette belle expérience autour de la gamification en santé. Merci beaucoup. D'accord, bah, merci beaucoup Rafio pour, ton introduction et puis, pour, ta réflexion aussi. C'est vrai que, il y a la santé, ça change, un jour on va bien, le lendemain on va plus bien et toute notre perspective, de vie, notre vision change parce que du coup on est, contraint différemment et c'est important de comprendre qu'effectivement, chaque mur, chaque escalier, chaque environnement hors du numérique est aussi en fait un vecteur de communication, d'information pour, sensibiliser ou pour, aider, le patient à comprendre, ce qui se passe. Hem, la santé, c'est pas juste le patient, la santé, c'est la personne malade comme la personne saine, c'est la personne qu'on doit acculturer à sa pathologie comme la personne qui est insouciante, j'ai envie de dire et c'est même là le problème, c'est que quand on n'a pas de problème de santé, on est un peu insouciant et donc c'est vraiment toute la population. Et ce qui est intéressant aussi, c'est et ça j'en parle pas dans le document que je vais vous partager après, donc je préfère en parler tout de suite et après je vais me présenter, je vais faire les choses à l'envers, c'est parfait. Je sais pas s'il y a une expression comme ça au Togo, mais voilà, je vais faire les choses Oh, à ben l'envers. oui, oui. Et donc, quand on est malade, et avant, pendant et après la maladie, c'est-à-dire que quand on est une personne saine, quand on tombe malade, puis quand on est patient, puis quand il y a une rémission, on change souvent, de personnalité. On se transforme, en fait, parce qu'on a vécu. On transforme notre façon de vivre, d'être avec les autres, de percevoir l'horizon, c'est-à-dire notre avenir. Et donc forcément, on réagit différemment. Et donc il y a une variation de l'identité au fur et à mesure qu'on a une variation dans notre corps et donc un changement de mindset. Et on a aussi une variation, qui est inhérente à notre énergie. Et donc ça, c'est une notion qui est un peu, poussée, que je vous en reparlerai après dans le webinaire. Quand notre énergie, de patient, est fluctuante, c'est-à-dire qu'on va avoir un déclencheur, ça peut être un déclencheur, environnemental qui va faire qu'on va avoir une chute, d'énergie liée à la pathologie ou alors une chute de morale parce que finalement il y a un proche qui ne nous comprend pas ou qui ne nous soutient pas ou alors parce qu'en fait on a mal dormi donc du coup on ne voit plus les choses de la même manière et donc on va moins suivre son traitement ou alors on va moins y croire. Toutes ces chutes d'énergie-là vont avoir un impact sur, notre capacité à suivre le traitement, mais aussi sur notre ressenti de la vie, du traitement et donc du moment. Quand on et je reviendrai dessus parce que c'est un peu je rentre un peu dans le dur du sujet tout de suite. Quand je pars du principe que vous êtes tous des UX designers qui connaissez bien les outils de voilà, d'expérience map, tout ça. Quand vous faites une expérience map, que vous avez des différents moments à travailler avec des émotions qui sont plus ou moins raccord avec les rendez-vous entre les ressentis patients, il faut savoir que ces émotions, ces ressentis-là sont complètement différents en fonction de l'énergie du patient. C'est-à-dire qu'un rendez-vous qui se passe plus ou moins bien en général, si l'énergie du patient est basse, en fait, le rendez-vous ne va pas bien se passer et le moment va paraître s'étirer. On va avoir un moment qui devrait durer, en fait, un temps standard pour tous les patients. Pour celui qui n'a pas d'énergie, il va être très difficile à vivre. Il va être très long, il va être épuisant. Donc quand on travaille l'expérience patient, l'élément prégnant à prendre en compte, les éléments prégnants à prendre en compte, ce sont les déclencheurs qui vont faire des variations d'énergie. Ce sont des déclencheurs généralement émotionnels qu'il faut accompagner. Et c'est une énergie qu'il faut prendre en compte dans la variation des moments que vous allez accompagner avec, votre solution. Voilà, rien que ça. Et le patient, voilà, dans la gamification générale, on va créer des émotions, donc des pics émotionnels pour faire en sorte que les moments soient mémorables. Pour le patient, le plus important, c'est de lisser ses émotions parce que trop de pics émotionnels, c'est fatigant au niveau de l'énergie. Et donc, si vous accompagnez pas les pics positifs comme les pics négatifs, le patient, en fait, il va se fatiguer et vous risquez de le perdre sur la longueur dans la thérapie. Voilà. Bon, je vais commencer la présentation parce que
Sinon, je pourrais parler des heures et je vous aurais pas montré mes slides. Ok. Mais quand tu parlais de déclencheur, ce sont les leviers dont parlait Chris ou bien, ou quoi? Ce sont les Alors, 9 leviers dont il parle ou bien c'est quand même différent. non, c'est quand même différent parce qu'en fait, des déclencheurs qui sont liés finalement à ton vécu personnel, qui sont liés à l'ethnographie sensorielle, liés à l'ethnographie numérique, liés à plein de choses. Et du coup, un déclencheur est intimement lié au vécu du patient et il est difficile de l'anticiper. Par contre, vous pouvez en fait questionner le patient, récupérer les KPI pour faire en sorte de comprendre à quel moment le patient n'est plus en forme. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir l'accompagner parce que vous avez des irrégularités dans le comportement de chaque patient. Plus vous allez les comprendre, plus vous allez récolter des données et plus vous allez vous confronter finalement à la singularité du vécu de chaque patient. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous adapter finalement aux variations d'énergie du patient en temps réel, donc avec soit des KPI, soit en anticipant au maximum si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des KPI en temps réel ou d'avoir une intelligence artificielle qui les gère. Vous pouvez les anticiper avec des questionnaires journaliers ou voilà, avec un niveau d'interface qui se base finalement sur ces réponses. 3-4 questions. Avez-vous bien dormi? Comment vous sentez-vous ce matin? Avez-vous pris votre traitement en temps et en heure? Si en fait vous avez que des non, 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 ça va pas, ou si le niveau, alors bien sûr, hein, c'est des questionnaires qui sont psychométriques, donc a priori que vous ne devriez pas faire seul, et puis normalement vous devriez être sous la supervision d'un psychologue, d'un psychiatre ou tout autre professionnel de santé qui est à même d'interagir avec le patient en question, la pathologie en question. Mais voilà, avec 3-4 questions, vous pouvez savoir en fait comment l'interface doit appuyer son interaction avec le patient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un patient qui a, si vous faites des personas de patients, vous allez dans le mur parce que les patients ne sont pas figés. Vous avez une variation identitaire, comme vous avez des variations d'énergie. Et si vous faites les expériences MAP en vous basant sur des pics émotionnels à créer, vous allez aussi dans le mur parce que vous allez fatiguer votre patient. Le patient, il peut avoir un gros, gros coup de mou après avoir avoir eu une émotion très positive. Parce qu'il aura eu tellement de tension avant que du coup, après, il va tout relâcher et ça va être la dépression au sens littéral. Donc du coup, vraiment, c'est des différences singulières avec l'UX. Faut prendre en compte que vous avez la stratégie de conception d'expérience patient à mettre en place dans votre projet, dans votre planification de projet en amont, avec une recherche terrain béton. Et ensuite, pour mettre en place cette stratégie d'expérience patient, vous avez différents outils. Vous avez l'UX, donc l'UX design, vous avez le design comportemental et vous avez l'UI, donc le design en fait, qui concrétise finalement la stratégie. Et quand ce soir je vous parle de la gamification en santé, c'est vraiment à cheval entre l'UX et le design comportemental. C'est vraiment, ça a une dimension très, très, alors je sais pas si le terme existe, je vais l'inventer, peut-être, je sais pas, très interventionniste par rapport au terrain. Voilà. Je sais pas si je vous ai perdu ou si ça va. N'hésitez pas à Bon, me... Hein? oui, ça va pour l'instant. Oui, ça va, t'inquiète. Je voulais poser une question, mais bon, voilà, ça va. Ce que je voulais dire, juste comme ça, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez lever la main quand Marion parle. Elle peut s'arrêter légèrement pour vous répondre aux questions. Ou carrément, vous pouvez laisser les questions dans les commentaires. On se fera le plaisir de le lire, en fait. Oui, alors, Là, voilà. Rafiou, je te laisserai les voir parce que moi, je les vois pas du tout, les commentaires ou les questions. Ok, non, t'inquiète, je vais D'accord. gérer. Je gère Ok, l'aspect là. Merci bien. ok, ok. Et c'est pareil, si à un moment donné, ça passe pas très bien ou si vous voyez que ça rame, vous me dites, j'enlèverai la caméra, on se débrouillera. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, je commence. Donc, bon, je connais pas trop le public qui est là, donc ce que je disais à Rafiou tout à l'heure, c'est que je vais être sur des notions assez générales.
Je vais faire, un peu de la sensibilisation finalement à la gamification, de l'introduction à la gamification avec quelques exemples et puis à l'oral, comme ce que je viens de faire en introduction finalement avant même de me présenter, ce qui est pas très stratégique, mais tant pis. Je vous donnerai quelques conseils, quelques notions qui sont un peu plus poussées, que très peu de personnes appliquent encore en santé parce que ça reste un domaine, nouveau. Donc voilà, et si vous avez besoin de reprendre des noms ou des sources d'études que j'ai citées, il ne faudra pas hésiter à me contacter, je vous les donnerai. Donc l'objectif du webinaire, c'est voilà, d'explorer d'abord les bénéfices de la gamification en santé, voir quelques études de cas, les opportunités comme les défis, comment on peut passer outre, et puis après faire une petite petite session de questions-réponses. Je vais passer assez vite sur les différentes slides parce que je suis très bavarde et que si je commence à m'étaler, on ne va pas s'en sortir. Donc moi, je suis coordinatrice d'un réseau de recherche sur les facteurs humains pour les technologies médicales. Donc, on est très orienté outils médicaux pour soigner les patients, donc avec une ergonomie plutôt centrée professionnelle de santé. On fait partie de l'Université de Nantes. On est hébergé au Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, plus particulièrement dans l'équipe PAX. Et on est financé par Licit Next. Je suis aussi l'autrice de la stratégie de conception d'expérience patient, avec 2 tomes consacrés à la recherche terrain et à la co-conception numérique, qui sont parus aux éditions L'Art Maintenant en 2023. Dont Rafiou a des exemples, des exemplaires si vous avez besoin de les feuilleter. Voilà, quoi d'autre bon, beaucoup de projets, de séminaires, d'événements, donc et plutôt active en ligne. Et je vais bientôt mettre une formation à destination des porteurs de projets en e-santé, UX designers qui veulent passer dans la santé ou porteurs de projets ou professionnels de santé qui veulent créer des projets e-santé. Je suis en train de faire une formation pour eux qui va être accessible en ligne. Et puis ce que je disais à Rafiou tout à l'heure, c'est que je suis aussi en train d'envisager une solution concrète à mettre en place entre les établissements et les patients pour améliorer finalement la fluidité des soins. Alors, à quoi sert la gamification finalement? C'est d'améliorer l'engagement des patients. C'est aussi finalement... alors je suis désolée, il y a mon chat qui va participer visiblement au webinaire, qui ne veut pas rester tout seul. J'espère qu'il ne va pas trop nous couper la parole. Donc, quand il y a un manque d'observance thérapeutique, quand il y a des difficultés d'adoption des nouvelles technologies, quand il y a un besoin de formation continue finalement, d'intégrer des mécanismes issus du jeu dans les parcours de soins ou d'apprentissage, ça a quand même des vertus intéressantes parce qu'on a des techniques pour motiver les patients, on améliore finalement l'éducation et la prévention avec des techniques d'interaction, d'accessibilité. On peut du coup agir sur les habitudes. On peut aussi former les professionnels de santé avec des outils immersifs et engageants. Et donc là, on est vraiment au cœur finalement des travaux du cluster de recherche que je coordonne encore pendant quelques semaines. Et donc, on améliore aussi l'adoption des technologies numériques. Ensuite, pour comprendre la gamification en santé, donc comme je vous disais, c'est l'intégration des mécanismes du jeu dans un contexte non ludique. Ça ne veut pas dire qu'on va créer un jeu, ça veut juste dire qu'on va stimuler finalement le patient pour avoir un meilleur engagement, une meilleure motivation et pour modifier les comportements des usagers. Voilà. Par exemple, on va avoir une application de suivi de prise de médicaments qui attribue des points ou des badges aux patients qui doivent respecter leur traitement. Donc ça va être pour les motiver. Mais on peut utiliser finalement cette dynamique de jeu dans d'autres contextes qui ne sont pas forcément la santé, mais c'est plutôt bien utilisé aussi dans l'éducation, pour le marketing aussi, au travail. Donc l'idée, c'est d'améliorer la performance en améliorant l'expérience de progression finalement.
Donc dans le mécanisme du jeu, on a les points, où on va récompenser les actions positives comme la prise de médicaments ou les exercices physiques. On a les badges, on va donner des marques de réussite pour motiver les utilisateurs. Par exemple, on pourrait dire à quelqu'un que c'est le champion de la prévention. On a aussi les classements, c'est possible, c'est-à-dire qu'on va offrir une comparaison avec d'autres utilisateurs du même rang pour stimuler la compétition. Alors, attention, ce que je disais, c'est que si on est trop dans la performance, on va fatiguer le patient. Donc ça, c'est bien pour le côté bien-être, où on n'est pas dans une thérapie chronique. À partir du moment où on est dans une thérapie de maladie chronique, ça peut être étouffant, fatigant et démotivant. Donc on peut avoir l'effet inverse. Donc attention à pousser trop le patient à se dépasser, ça peut ne pas lui convenir. D'ailleurs, je dis souvent que la performance en santé n'a pas sa place et qu'on doit surtout en fait féliciter l'usager en fonction de ses efforts. Parce que le plus important, ce sont ses efforts. À la fin de la thérapie, à la fin du traitement, ce ne sont plus ses performances qu'il verra, ce sera ses efforts. Donc si vous n'êtes plus là pour le féliciter, qu'est-ce qui va lui rester? Donc il faut en fait valoriser ses efforts pour qu'il continue à les faire même si les performances ne sont pas là, les performances thérapeutiques ou pour ses sensations de bien-être. Il faut valoriser ses efforts. Et une fois qu'il arrête d'utiliser finalement l'application, il va garder finalement cette nouvelle identité qu'il a de quelqu'un qui fait des efforts, de quelqu'un qui se dépasse. Et ça, même si vous n'êtes plus là pour le récompenser. Parce qu'il va le savoir, il va le sentir. Dès que c'est dur, en fait, il va pouvoir valoriser le fait qu'il fait des efforts. Ça, c'est vraiment le côté, tous les sportifs qui se mettent, je sais pas, à un nouveau sport au début, ils ont beaucoup de mal à faire des efforts. Puis finalement, ils y prennent goût et c'est quelque chose qu'ils vont dépasser ensuite. C'est-à-dire quelqu'un qui va courir 2 kilomètres, il va s'arrêter toutes les minutes, il va en avoir marre et il va souffler sous ses poumons. Quelqu'un qui court un marathon, s'il a, je sais pas combien d'ampoules aux pieds, il a du sang qui gicle de la basket, il va continuer parce qu'il est mordu d'effort parce qu'il veut se dépasser. Bon, il y a aussi toutes les hormones liées à l'exercice physique, on est d'accord, mais pas que. Donc, je reviens à ma slide. Donc ensuite, il y a les classements, mais attention, grosse parenthèse au niveau des classements. Vous avez les défis et les quêtes, où on va donner des missions spécifiques pour accomplir et progresser, pour accomplir en fait un geste, une étape, une action et progresser. Et ensuite, évidemment, les récompenses, des bonus, des cadeaux ou des avantages qui permettent d'encourager les bonnes pratiques. Concernant les défis et les quêtes, on avait une application, alors désolée, j'ai mangé le nom, qui permet en fait de remuscler le périnée des femmes post-accouchement et qui, avec une synchronicité kinesthésique, pardon, je suis perturbée par mon chat, permet en fait finalement de remuscler le périnée en faisant voler une montgolfière sur un jeu. Et donc là, la mission, c'est de faire voler la montgolfière. Voilà. Donc dans les dynamiques de jeu, on a la compétition, donc la motivation à être le meilleur. Attention aussi, encore une fois, gros point d'exclamation, grosse alerte, la compétition fatigue le patient. Donc il vaut mieux en fait faire de la comparaison sur les efforts et encore, parce que les efforts sont différents en fonction de chaque patient. Donc plutôt une comparaison peut-être avec lui-même. Vous m'entendez toujours bien, il n'y a pas de souci? C'est nickel. OK, super. Hmm. Prioriser aussi la collaboration, améliorer finalement la collaboration dans la dynamique du jeu. Vous pouvez faire travailler en fait en équipe, le patient, l'équipe soignante, tous les aidants avec un objectif commun. C'est très peu mis en place au niveau des applications et ça a une vertu énorme. Miser aussi sur la curiosité et l'exploration, pour, inciter le patient à vouloir découvrir du contenu nouveau ou débloquer des niveaux, et le pousser, finalement, au progrès, à la maîtrise parce que, il va en avoir une satisfaction, la satisfaction de s'améliorer et d'atteindre ses objectifs.
Et donc ça va l'inciter à continuer dans la dynamique du jeu. Pour l'engagement et l'immersion, le feedback immédiat, l'utilisateur va voir instantanément l'effet de ses actions, la narration et le storytelling. Quand vous mettez un cadre narratif, vous pouvez renforcer l'immersion, par exemple sauver la planète en adoptant des comportements sains. Et la personnalisation, donc adopter l'expérience selon les préférences et les besoins des patients, ça va évidemment améliorer l'engagement et l'immersion du patient. Donc je continue. Donc il y a quand même des différences qui sont importantes à noter entre la gamification, les serious games et le jeu vidéo, parce que ce sont des concepts qui sont liés à l'utilisation des mécaniques du jeu, mais ils ont quand même des objectifs et des applications qui sont distinctes. Donc la gamification ou ludification en français, ça consiste à intégrer, donc, comme je disais, des mécaniques et des dynamiques de jeu, type points, badge, classement, défis, récompenses, feedback, dans un contexte non ludique pour motiver, engager et influencer le comportement des usagers. Et c'est dans l'objectif donc d'améliorer l'engagement et l'adhésion à un processus d'éducation, processus lié à la santé, processus lié au marketing ou à la formation. Par exemple, on peut avoir une application de santé qui attribue des points pour chaque pas effectué. Donc, on a les exemples de Fitbit, on a l'exemple de Strava aussi. Et ce qui est marrant, c'est que Strava a un usage qui est en train de se changer. J'ai lu ça. Les célibataires utilisent Strava pour trouver leur nouveau conjoint maintenant. Je ne sais pas si vous avez Strava au Togo. C'est une application pour suivre Oui, on les. l'a, Ouais. on l'a pas, mais c'est une application que j'aime bien quand même parce que ça c'est en fait tout ce qui est challenge. En fait, c'est en fait j'aime parce que j'ai proposé ça récemment à un ami qui veut développer aussi une solution de ce genre. Voilà, ça c'est intéressant, mais quand même on l'a pas. Mais ça fonctionne à D'accord. Lomé, hein, ça fonctionne bien. Mm. D'accord, OK. Bah, ça fait fureur, nous, en France, tout le monde est dessus et puis voilà, finalement, il a une nouvelle, fonctionnalité, c'est, la rencontre. Alors, un autre exemple aussi, on peut mettre un programme de fidélité qui récompense les clients pour, leurs achats à des niveaux, avec des niveaux et des badges. Ça peut être, des achats, de produits, d'hygiène ou, de produits pharmaceutiques, je sais pas. Ça peut être une plateforme aussi de formation qui propose des quiz interactifs avec des scores et des classements, etc. Donc la gamification, ce n'est pas créer un jeu. Par contre, elle utilise des éléments du jeu pour améliorer une activité existante. Voilà. Ensuite, le serious game ou jeu sérieux en français, donc c'est vraiment un jeu, mais qui est développé avec un objectif éducatif, thérapeutique ou de formation en conservant une dimension ludique. Et contrairement à la gamification, ici l'utilisateur joue réellement à un jeu. Et donc l'objectif généralement c'est apprendre, se former, se sensibiliser ou s'entraîner. On a pour ça l'exemple de Foldit. C'est un jeu où les joueurs aident à résoudre des problèmes biologiques complexes en pliant des protéines. Et apparemment, ça a vraiment aidé les chercheurs à trouver des nouvelles compositions. Ça, c'est pareil, c'est de l'open source. Vous pouvez trouver les informations en ligne assez facilement. Si jamais, en fait, vous trouvez pas les informations ou s'il y a des noms qui vous manquent dans la présentation, encore une fois, vous m'écrivez par mail, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Il y a Docteur Panda aussi, c'est un jeu éducatif pour les enfants sur les professions médicales. Mais globalement, les jeux de simulation médicale permettent d'entraîner aussi les médecins à gérer des situations d'urgence, mais on le verra un peu plus en détail après. Donc le Serious Game, c'est un jeu à part entière. Par contre, son objectif principal n'est pas seulement le divertissement. Contrairement aux jeux vidéo, voilà, elle est conçue principalement pour le divertissement, avec des graphismes, des mécaniques de jeu, une histoire et une interaction, avec une console ou un PC ou un mobile. Et l'objectif est vraiment d'amuser ou de divertir l'usager, parfois avec une dimension compétitive ou sociale. Donc vous avez Super Mario, FIFA, Call of Duty, voilà, des jeux purement orientés sur loisirs. Minecraft Education Edition, une version un peu plus éducative d'un jeu, initialement conçu pour le divertissement. Donc le jeu vidéo, c'est une expérience immersive pensée avant tout pour le plaisir du joueur, même s'il peut y avoir des effets positifs sur l'apprentissage, la stratégie et la réflexion.
Les jeux vidéo modifient quand même notre façon de penser. Alors, je change de slide. Ouais, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif entre gamification, serious game, jeux vidéo. Voilà, gamification, on motive, on engage. C'est une activité existante qui est améliorée avec des mécaniques de jeu, alors que le serious game, c'est vraiment un jeu conçu avec un but éducatif. Et les jeux vidéo, c'est vraiment un jeu conçu principalement pour le fun. Voilà. Euh, j'ai pas encore fait mon chat en kebab, mais je pense que je vais le faire. Ça fait des mois, je le dis. Je pense que là, je vais le faire. Il m'empêche vraiment de travailler. Après, voilà, vous avez pour la gamification d'utiliser des badges de fidélité, des apps de sport avec des points, etc. Bon, je vous laisserai regarder les comparaisons ensuite. C'est un peu ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment on utilise la gamification plutôt que le serious game ou le jeu vidéo. Donc la gamification, c'est vraiment pour améliorer l'adhésion au traitement, pour motiver le patient, etc. Le serious game, c'est plutôt pour former les soignants et les patients, et ça marche vraiment bien par rapport aux professionnels de santé. Ça permet de mettre en situation et puis de générer du stress qui peut être très formateur parce que bon finalement quand on apprend quelque chose de pratique ou de théorique on n'est pas dans la situation réelle donc on n'est pas du tout perturbé par le stress ou les éléments qui sont connexes à la situation. Les jeux vidéo donc du coup peut inclure des contenus éducatifs mais il a un objectif plutôt de divertissement au début. Ensuite, donc les enjeux pour la santé, on peut travailler sur la sensibilisation aux maladies infectieuses, lutte contre le paludisme, la tuberculose, VIH, SIDA. On peut travailler sur l'hygiène, l'assainissement, encourager les bonnes pratiques, la santé maternelle, infantile. On verra en fait tout ça après, santé maternelle, infantile aussi. On le verra après, mais globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est sur de l'intervention comportementale. On est sur du design du comportemental. On n'est pas que sur de l'expérience patient, où on doit en fait travailler son engagement, mais aussi sa vision de la réalité, son observance thérapeutique. On n'est pas que sur l'UX, où on va générer finalement une expérience mémorable ou une expérience satisfaisante. On est sur des objectifs qui sont comportementaux. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. On a quelques exemples qui sont réussis. Donc, j'ai trouvé des exemples internationaux, pas directement liés au Togo, mais qui peuvent être inspirants quand même. Donc pour la gamification en santé, ou plutôt, bon, quand je dis santé, c'est vraiment large, parce qu'en fait, vous avez du design bien-être, du design santé, du design médical, et en fait, vous avez des objectifs qui sont différents pour les trois. Le bien-être, vous allez être sur une sensation dans l'instant présent pour l'usager. La santé, vous allez être sur de la planification, de la gestion en fait de ces objectifs de thérapeutiques ou autres. Et le design médical, vous allez avoir en fait un lien avec le professionnel de santé et des résultats thérapeutiques qui vont être très précis et prégnants, où vous serez très contraint. Et vous devrez avoir les autorisations et vous plier aux normes aussi. Donc vous avez Zombie Run qui vient du Royaume-Uni, qui est une gamification du sport. C'est une application mobile qui transforme la course à pied en mission de survie contre des zombies. L'utilisateur reçoit des instructions audio et doit courir pour échapper aux zombies tout en collectant des ressources virtuelles. Moi, j'ai essayé d'installer l'application, honnêtement, j'ai pas trouvé le mode français, ce qui est un peu dommage parce que quand je cours, je suis pas bien sûre de comprendre l'espagnol. De toute façon, je ne parle ni espagnol ni japonais. C'est voilà, je pense qu'il doit y avoir une version anglaise, je l'ai pas vue, mais elle doit être induite. Ça doit être super sympa, honnêtement. D'ailleurs, petite histoire personnelle qui est pas très drôle, mais je dois quand même vous en parler parce que je fais pas que l'expérience patient en tant que professionnelle, je le travaille aussi. J'ai perdu mon père en décembre dernier, donc c'était très dur de l'accompagner jusqu'à la mort, malheureusement. Et puis ensuite, se remettre de cet événement émotionnellement difficile,
c'était pas facile, c'était vraiment plus difficile que je l'aurais cru, moi qui pensais maîtriser mon comportement. Donc je me suis remise dans la course à pied justement pour me donner un objectif, pour m'épuiser aussi au niveau de l'émotion et puis, gérer un peu mieux mes pensées. Et du coup, ça, c'est vraiment important, c'est qu'on a beau faire de la gamification en santé, le sport est inclus dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait faire une app en santé sans prendre en compte l'aspect physique, sportif, l'exercice physique, sans prendre en compte, à mon sens, ce n'est pas une vérité qui est admise par tous, mais sans aussi inclure une dimension spirituelle. Ça fait vraiment, si ça fait partie intégrante de la vie du patient, c'est hyper important de la prendre en compte. Vous avez aussi une autre solution, c'est MySurge en Autriche, qui fait de la gamification du diabète. Donc, c'est une application qui aide les diabétiques à gérer leur glycémie de façon ludique, avec des différents défis, des récompenses, un suivi graphique. Et donc, l'impact, c'est d'augmenter l'adhésion au suivi de la glycémie et d'améliorer la gestion du bien-être. Et on a aussi MangoS aux États-Unis, qui va gamifier la prise de médicaments. Donc, en récompensant les patients quand ils ont pris leurs médicaments à l'heure, avec des rappels, des points échangeables, contre des récompenses, etc. Et donc, ça améliore l'adhésion au traitement médicamenteux, et notamment pour à destination des maladies chroniques. Au niveau des Serious Games, on a Remission aux États-Unis, donc ça c'est un jeu contre le cancer. C'est développé par Hope Lab, et ça permet aux jeunes atteints de cancer d'incarner un nanorobot qui combat les cellules cancéreuses à l'intérieur du corps humain. Et donc ça vise à améliorer la compréhension et la motivation à suivre le traitement. Et donc les études cliniques ont vraiment montré que les patients qui jouent adhèrent mieux à leur chimiothérapie et ont une meilleure attitude face à la maladie. C'est quand même pas rien, quoi. Vous avez Foldit aussi aux États-Unis. Voilà, c'est un jeu scientifique pour la recherche médicale, j'en avais parlé tout à l'heure. C'est un jeu un puzzle en ligne où les joueurs plient des protéines pour aider les chercheurs à découvrir des nouvelles structures biologiques. Et les joueurs ont vraiment permis aux scientifiques de résoudre des problèmes complexes pour le VIH et d'autres maladies en quelques semaines, alors que ça aurait pris des années avec des algorithmes traditionnels. Vous avez aussi Endavorex aux États-Unis, qui est un jeu vidéo médical approuvé par l'FDA. Donc c'est le premier jeu vidéo approuvé comme traitement médical pour les patients, les enfants atteints de TDAH, donc trouble des déficiences de l'attention avec hyperactivité. Et donc il permet d'entraîner les fonctions cognitives avec des défis interactifs. Et donc les études cliniques ont validé vraiment son efficacité comme complément au traitement traditionnel. Voilà. Vous avez aussi Pain Squad au Canada. Ça, c'est un jeu pour gérer la douleur des jeunes patients atteints de cancer. Donc, au niveau du concept, c'est un jeu où les enfants deviennent des détectives qui remplissent un journal de douleur quotidien. Et ça les motive à suivre et signaler leur douleur. Et donc, ça aide les soignants à ajuster les traitements. Voilà. Et donc, l'impact, c'est que ça améliore significativement la communication entre les patients et les médecins. Et que ça optimise aussi la gestion de la douleur. Et on sait à combien c'est difficile d'être face à soi-même, en fait, dans la gestion de la douleur. Personne ne peut nous aider parce que personne ne peut nous comprendre. Donc, c'est vraiment super si ça peut les aider. Et enfin, les jeux vidéo et en santé, donc vous avez les jeux vidéo, c'est Wii Fit, hein, c'est Pokémon Go, c'est ceux qui font avec la console de jeu ou les mobiles. Wii Fit, avec la console de jeu qui propose des exercices de fitness, de yoga, de rééducation physique. Ça a été vraiment démocratisé en France. Ça fait fureur. C'était utilisé aussi dans les hôpitaux, les maisons de retraite pour améliorer l'équilibre et la rééducation physique. Donc ça a été vraiment utilisé énormément en santé. Et Pokémon Go, ça a encouragé les joueurs à marcher, à explorer leur environnement, et capturer des Pokémon en réalité augmentée. Ça a permis vraiment aux gens de se déplacer beaucoup plus que d'habitude. Et donc l'impact, c'est que ça a vraiment contribué à augmenter le niveau d'activité physique, notamment chez les jeunes et les personnes sédentaires. Donc voilà, l'intérêt, il est réel, quoi. Je continue sur les enjeux de la santé. Je m'aperçois que ma slide, elle est vraiment, part un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, je vous laisserai comprendre le début, la fin. Donc il y a des problématiques spécifiques au système de santé, notamment au niveau de la sensibilisation et la prévention des maladies.
Donc la lutte contre les maladies infectieuses, notamment, je disais tout à l'heure, le paludisme, la tuberculose, le VIH, le sida et d'autres maladies infectieuses restent des préoccupations majeures. Surtout, puis ça arrive aussi en France, hein, parce qu'on a des virus tropicaux ou réémergents qui arrivent avec les moustiques tigres notamment. Dans le sud de la France, on a pas mal de clusters qui arrivent et donc c'est pour ça que les enjeux écologiques et de santé, santé planétaire, santé environnementale sont très liés. On s'intéresse beaucoup à ça. Donc la gamification peut vraiment encourager la prévention en récompensant les comportements protecteurs, donc les prises de moustiquaires, dépistage régulier, vaccination. Et donc ça, c'est directement lié aussi à l'hygiène et à l'assainissement, c'est-à-dire encourager les bonnes pratiques d'hygiène, donc le lavage des mains, l'assainissement des eaux, via des défis interactifs et des récompenses virtuelles. Mais on peut aussi travailler sur d'autres formes de défis, d'autres sujets qui sont importants, comme la santé maternelle et infantile, où on va faire de la sensibilisation ludique sur l'importance des consultations prénatales et postnatales, sur l'allaitement maternel, la vaccination des enfants. Il y a déjà eu des campagnes de l'ONU là-dessus qui ont bien fonctionné, qui ont utilisé finalement des techniques de design comportemental et de gamification. Donc c'est souvent lié d'ailleurs hein, au niveau des dispositifs en santé. Quand je dis dispositif, ça veut dire que c'est pas que numérique, ça peut être que numérique, hein, mais quand je parle de dispositif, ce n'est pas que numérique. Souvent, il y a d'autres choses qui sont mises en place qui ne sont pas forcément en ligne ou sur mobile. Donc vous avez aussi en deux l'adhésion au traitement et le suivi médical. Donc le suivi des traitements des maladies chroniques, ben, on peut gamifier la prise régulière des médicaments et donc ça va améliorer le suivi des traitements pour le diabète, l'hypertension et puis le VIH et ça va permettre d'éviter l'oubli et de favoriser la discipline thérapeutique. On va améliorer aussi l'encouragement à la vaccination avec des applications ou des systèmes de points pour inciter les parents à suivre le calendrier vaccinal des enfants. Et puis on va faire aussi des encouragements aux consultations de suivi avec un système de récompense qui pourrait motiver les patients à assister aux rendez-vous médicaux, notamment dans les zones rurales où l'accès aux soins est limité. Alors là, il y a un paramètre de contraintes locales terrain fortes qu'il faut prendre en compte. On en discutait tout à l'heure avec Rafiou. Le numérique n'est pas central. Si tout le monde n'a pas accès finalement à une connexion Internet, n'a pas forcément un mobile, et il faut passer en fait sur un mode de communication qui est différent. Ça peut être finalement une communication qui est technologiquement centrale au niveau d'un village, par exemple, avec des personnes au relais. Puisque le lien, en fait, c'est quand même l'humain, c'est quand même le social. Donc pourquoi est-ce qu'on mettrait de côté l'humain? Vous voyez, il faut faire des relais qui sont importants et qui sont humains et qui sont des tiers de confiance finalement. Donc ça, tout ça, c'est des défis complexes, il faut y réfléchir, hein. Moi, j'en parlais tout à l'heure, j'ai des projets où je me donne des horizons de 2 à 3 ans pour les aboutir. Je C'est presque, en fait, ambitieux, donc voilà. Mais ça mérite de se pencher dessus et peut-être, qu'avec un hackathon en santé, intercontinental, ça pourrait le faire. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je continue. Ensuite, Oui, en mais 3, il y a oui, vas-y. sans oublier que on pense faire un truc pour le Togo pour commencer. Pourquoi pas? On peut commencer avec le Togo quand même. D'accord, ça marche, on en Ouais, reparlera, ça marche. oui. Ensuite, on a, l'accès aux soins, donc la réduction de l'automédication, en évitant l'automédication, dangereuse, donc l'usage abusif des médicaments en automédication. Les antibiotiques anti-inflammatoires souvent c'est un problème courant. On va, proposer des jeux éducatifs qui pourraient sensibiliser aux dangers et inciter à consulter un professionnel de santé. On peut faire la promotion des consultations aussi médicales avec une plateforme interactive qui pourrait orienter les patients vers les structures de soins adaptées en fonction de leurs symptômes. On a l'éducation des professionnels de santé, donc avec une formation continue et une montée en compétences, des outils gamifiés qui pourraient aider les soignants à se former en continu sur des protocoles médicaux, la prise en charge des urgences et les nouvelles technologies en santé. On peut améliorer la communication soignant-patient avec des simulations interactives qui pourraient aider les soignants à développer des compétences en communication pour une meilleure prise en charge des patients. On a aussi la santé mentale et le bien-être avec la gestion du stress et des traumatismes. La gamification peut être utilisée pour proposer des exercices de relaxation, de gestion du stress, notamment pour les jeunes et les populations vulnérables. On peut aider aussi à la détection et à l'accompagnement des troubles psychologiques.
avec des jeux interactifs qui pourraient aider à détecter les signes de dépression, d'anxiété ou de stress post-traumatique et orienter le patient vers des sources adaptées. Et enfin, on a l'engagement communautaire et les actions collectives, et je crois fermement en ce point-ci, c'est pour ça que je l'ai mis en très gros, parce que les sensibilisations à la prévention des maladies va avec l'engagement communautaire et les actions collectives, j'en suis persuadée, c'est systémique. On peut donc créer des incitations à des actions de santé publique, des défis collectifs pourraient encourager des initiatives locales comme le nettoyage des quartiers, la plantation d'arbres ou des campagnes de dons du sang. Et la solidarité et l'entraide pourraient se faire à travers des plateformes communautaires gamifiées, s'il y a un accès plutôt stable à Internet, pour inciter au partage d'informations ou l'entraide entre patients et aidants, par exemple. Après, c'est adapté aussi aux réalités locales, hein. Comme je disais tout à l'heure à Rafio, je ne suis pas sur place, c'est vous les experts. Donc c'est vous qui voyez ce qui est le plus à même de fonctionner. Donc l'utilisation de la gamification en santé, ça peut renforcer donc l'engagement des patients, mais il y a aussi pas mal de défis. Donc on peut observer finalement une motivation accrue pour l'adhésion au traitement, sauf que en fait, il y a des patients qui suivent pas du tout correctement leur traitement. Même s'ils ont une motivation, il y a quand même des oublis, il y a quand même des perturbations extérieures. Donc une des solutions possibles, c'est de garder captif l'engagement avec des points, des badges, récompenser la prise à l'heure, voilà, comme faisait Mango Health, je vous en ai parlé tout à l'heure. D'envoyer des notifications au bon moment, avec des feedbacks instantanés pour encourager les bonnes pratiques, et donner des objectifs clairs à atteindre, avec des récompenses symboliques, mais en tout cas des objectifs. Par exemple, vous avez avec l'application MySurge, oui c'est ça, Surge, pour les diabétiques, elle transforme la gestion de la glycémie en jeu, je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, et donc ça améliore l'engagement. L'observance. Par rapport à l'engagement dans la prévention et le bien-être, des problèmes qu'on peut avoir, donc c'est effectivement le manque d'activité et les comportements à risque qui sont des causes majeures de maladies chroniques. Par exemple, on a vu tout à l'heure que Zombie Run, voilà, ça pouvait inciter à bouger, que Fitbit et ses badges, ça donnait une rétroaction instantanée sur la progression. Et on a un exemple concret avec Pokémon Go, voilà, qui a poussé des millions de personnes à marcher sans qu'elles s'en rendent compte finalement. Euh, pour ce qui est de l'éducation, l'autonomie des patients, une des problématiques qu'on peut avoir, c'est que certains patients manquent de connaissances sur leur maladie et prennent pas forcément les bonnes décisions. Donc avec des quiz interactifs et des défis, on peut leur apprendre des choses sur la maladie avec des applications éducatives sur le diabète ou l'hypertension. On peut faire des serious games immersifs pour les sensibiliser, comme fait Rémission, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les jeunes patients atteints de cancer combattent les cellules cancéreuses. Et par exemple, avec Pain Squad, j'en ai parlé aussi, ça motive les patients à signaler leur douleur à travers une expérience ludique immersive. Alors, pourquoi la gamification peut être difficile à mettre en place? Maintenir l'engagement sur le long terme, je vous ai dit, c'est difficile pour différents paramètres, mais aussi parce que l'effet nouveauté de la solution peut disparaître. Si le système devient répétitif ou ennuyeux, vous savez, c'est l'expérience cumulative. Si elle n'est pas adaptée finalement au niveau de connaissance ou de capacité du patient, le patient il va se dire ok, je perds mon temps, ça m'ennuie, je vais arrêter. Ou alors ça peut être aussi trop dur. S'il n'a pas l'énergie de suivre, s'il est trop poussé à la performance, si finalement il se sent mal à l'aise avec cette solution qui lui demande d'être plus que ce qu'il ne peut donner, vous allez le perdre. Voilà. Donc si vous n'êtes pas assez, vous allez le perdre. Si vous êtes ennuyeux, répétitif, vous allez le perdre. Si vous êtes trop, vous allez le perdre aussi. Donc une des solutions possibles, vous introduisez régulièrement des nouveaux défis, des récompenses qui récompensent les efforts et pas que les résultats, et des scénarios nouveaux en fait pour garder l'intérêt du patient. Parce qu'il y a le storytelling aussi qui joue. Si le storytelling ne correspond pas à l'intérêt du patient, ça peut être compliqué. Donc adapter la gamification à chaque patient. Ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas toujours en fait toutes les données sur les profils, l'âge, la culture, l'état de santé, etc. On risque de glisser sur une approche trop standardisée en fonction des compétences et des capacités.
Donc l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir, niveler le niveau de difficulté, en fonction en fait, de ses temps de réaction, en fonction de, son horaire de connexion et cetera, donc les KPI en temps réel. De varier les choix, voilà, si, s'il manque de défis, mettre une surprise, envoyer quelque chose de nouveau, et s'adapter aussi à l'énergie. Si effectivement, il manque de réactivité, s'il manque d'entrain, s'il coupe régulièrement l'application plutôt que prévu, si vous voyez qu'il se reconnecte, qu'il retente mais qu'il n'arrive pas à rester, tout ça, c'est des KPI à prendre en compte. Ça veut dire qu'il essaie, qu'il y revient, mais que c'est difficile. Donc du coup, il faut vraiment l'encourager à, ben, en fait, à prendre du temps pour lui, peut-être à se reposer, à laisser tomber l'appli pour aujourd'hui. Quand l'énergie arrive au bout pour le patient, plus vous allez le pousser à la performance et plus vous allez le fatiguer. Et à un moment donné, accompagner le patient, c'est aussi l'accompagner dans le repos. Il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a choqué et que tous les UX designers, tous les designers d'expérience patient devraient savoir, c'est l'UX, donc la captation de l'attention fatigue le patient, mais peut même aller jusqu'à le tuer. C'est-à-dire qu'un patient qui est extrêmement affaibli, qui a besoin de dormir, qui n'a plus la force de faire des activités en extérieur, de prendre le soleil, de voir ses proches, il va être captif par les nouveautés, par Facebook, par les réseaux sociaux, par TikTok, par tout ce qu'on peut voir. Son attention. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est revenu maintenant. C'était coupé avant, je pense. Comment? C'était coupé en fait. Et je pense qu'il y a une Ah, fraction de seconde qui a. Voilà. désolé, Ouais, désolé. il n'y a pas de souci. On en était où du coup? Ça a Euh, été coupé où? Je vais couper ma ouais, caméra, ça sera peut-être plus simple. ok, oui, il n'y a pas de souci. Tu donnais l'exemple de, voilà, de comment est-ce que lui peut tuer quelqu'un. Bon, voilà, c'est-à-dire Oui, oui, cet hyper, voilà. Hmm. ouais, ouais, ouais. Donc je vais recommencer mon explication parce qu'elle est vraiment importante. Et donc, quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui a besoin que son corps se reconstruise et il va être pris en otage par la dopamine qui est générée par l'expérience utilisateur, dont l'UX. Donc, c'est important de travailler la stratégie d'expérience patient avant de travailler l'UX parce que vous risquez d'épuiser le patient dans la performance ou dans le divertissement quand lui, il a besoin de lâcher l'application. Quand le patient, en fait, vous récoltez des données, des informations qui montrent que le patient est épuisé, sommez-le de lâcher l'application, sommez-le de lâcher le dispositif et de dormir. De dormir, de prendre le soleil, d'aller voir les gens, de se ressourcer. C'est vraiment important. Donc voilà, la performance fatigue. Donc vraiment récompenser les efforts. Et quand les efforts ne sont plus assez suffisants, ça veut dire qu'il faut du repos. Voilà, c'est comme un sportif. Je passe sur la dépendance et la frustration qu'il faut donc éviter aussi. Donc une compétition excessive avec des classements, des scores, ça peut générer du stress et de la frustration chez certains patients. Donc la solution serait de privilégier des systèmes de progression individuelle plutôt que de comparaison sociale. Il faut aussi assurer la confidentialité et la sécurité des données.
Donc, comme la gamification implique souvent la collecte de données sensibles, donc les habitudes de santé, les pathologies, il faut vraiment bien respecter les réglementations RGPD, IPA aux États-Unis, et anonymiser les données et sécuriser les plateformes. Après, je sais pas trop quels sont les règlements au Togo là-dessus, mais je pense que vous devez mieux le savoir que moi. Donc, au niveau des opportunités, vous avez plus d'adhésion au traitement, plus d'activité physique, plus d'éducation et d'autonomie. Par contre, il faut vraiment garder l'engagement sur le long terme, adapté à chaque patient, éviter le stress et protéger les données. C'est pas une mince affaire tout ça. C'est bon, vous me suivez toujours? Je vous ai pas perdu? Ouais, c'est bon, allons-y. Ok, super, je Ok. continue. Je continue, il nous reste 8 slides. 6 vraiment. Donc l'adoption des technologies en santé numérique peut être freinée quand même par des résistances psychologiques, par exemple, un manque de motivation ou une faible littératie numérique. Quand je parle de technologies de santé numérique, je parle de télémédecine, je parle de dossiers médicaux électroniques, comme des applications de suivi et des objets connectés. Donc, la gamification, ça permet de rendre quand même des outils plus intuitifs, plus engageants, plus motivants, faciliter, l'adoption auprès des patients et des professionnels de santé. Hem, mais, il y a quand même des défis. C'est-à-dire que pour rendre l'apprentissage plus intuitif et engageant, il faut, peut-être recourir à des tutoriels interactifs parce que beaucoup de patients et des soignants trouvent les outils numériques complexes ou intimidants. Donc, les tutoriels interactifs, avec peut-être des défis ou des récompenses encore une fois, hein, peuvent permettre d'apprendre à utiliser l'application. Vous avez des quiz, des mini-jeux pour comprendre les fonctionnalités des plateformes de télémédecine. Vous avez aussi le système de progression que vous pouvez mettre, quand même pour, débloquer des niveaux par exemple et encourager la prise en main progressive. Et on a un exemple pour ça avec Duolingo qui utilise la gamification pour l'apprentissage des langues. C'est une approche qui est plus ou moins similaire, qui peut être appliquée aux outils de santé numérique. Donc par exemple, on va vouloir aussi augmenter l'engagement et la motivation des patients, c'est le but, central. Sauf que bon, les patients n'utilisent pas toujours régulièrement les applications de suivi de santé et genre abandonnent même plutôt rapidement. En fait, ce qu'on peut faire, toujours on a, les défis, les objectifs, mais ça peut être sur l'utilisation régulière cette fois-ci. C'est-à-dire, connectez-vous, 5 jours de suite pour un badge spécial. Il y a des applications, par exemple, pour faire des régimes qui le font, l'engagement pour la semaine, l'engagement pour les 2 semaines, l'engagement pour le mois. C'est pas toujours hyper efficace, mais on peut tenter. Vous avez le feedback instantané et les encouragements, donc ça, j'y crois beaucoup plus. C'est-à-dire que, quand vous avez un feu d'artifice et des retours haptiques, dans votre, mobile, forcément, ça vous impacte davantage au niveau du corps, donc du cerveau, de l'émotion et donc ça vous incite finalement à ressentir cette émotion. Et puis vous avez aussi le récit immersif, le storytelling, ça, l'être humain, on adore. On adore se raconter des histoires, on adore se plonger dans un autre monde et donc ça fonctionne aussi très, très bien. Voilà. Vous avez aussi donc pour améliorer, l'adhésion des professionnels de santé aux nouvelles technologies, on a des soignants qui sont réticents aux outils numériques, sûrement par manque de formation ou par crainte du changement. Donc on peut faire des classements et des badges, cette fois-ci sans trop de soucis, pour récompenser l'usage des outils numériques, par exemple pour la gestion des dossiers électroniques. On peut faire des challenges d'équipe pour stimuler l'apprentissage des nouvelles technologies. On peut faire, des simulations ou des serious games pour former aux nouveaux logiciels en conditions réalistes, et les jeux de simulation en réalité virtuelle pour former des chirurgiens à l'utilisation des nouvelles techniques, opératoires. C'est vraiment une question, centrale. On travaille beaucoup avec FEM, hein, on a des scientifiques qui travaillent dessus. C'est utilisé avec des plateformes de simulation en santé. On en a à Nantes avec le nouveau, QHU, nantais et puis on a aussi dans d'autres villes, hein, mais c'est vrai que c'est une question centrale, là où je travaille et qui est très, très, très efficace pour avoir les techniques, acquérir les gestes, de chirurgien. Ça pose d'autres problématiques, bien sûr, on travaille dessus, mais ça a prouvé quand même ses qualités d'aide pour l'apprentissage.
Si on veut rendre la télémédecine et la santé connectée plus accessibles, il faut faire face à d'autres problématiques comme, dans certains contextes type, zone rurale ou pays en développement. On avait vu avec Rafik tout à l'heure que tout le monde n'avait pas accès à internet. L'adoption des outils numériques est quand même freinée, par, le manque de connexion, mais aussi le manque de familiarité avec la technologie. Donc, on peut accompagner l'utilisateur, pas à pas avec une expérience un peu plus interactive et surtout guidée. On peut travailler bien sûr les récompenses pour chaque étape franchie, type, 1re consultation en télémédecine ou 1er autodiagnostic réussi. On peut faire un système de coaching virtuel aussi pour répondre aux questions et encourager, l'adoption de la technologie. Et on a un exemple, au Rwanda avec, l'application Baby Rwanda, qui a intégré des éléments de gamification dans son application de télémédecine pour rendre les soins plus accessibles à justement à la population, rurale. Donc les défis à relever pour une adoption réussie, c'est 1, ne pas infantiliser les utilisateurs et adopter les mécaniques du jeu selon le public, patients, médecins, seniors, et cetera. 2, c'est éviter la surcharge des notifications et des récompenses parce qu'une gamification excessive peut fatiguer, l'utilisateur et surtout garantir la protection des données. Parce que la collecte des données liées à la gamification doit vraiment respecter les réglementations type, RGPD, HIPAA, et cetera. Vous êtes toujours, bien sur, mon écran, vous voyez tout? Bien sûr, on est là. OK, super. Donc, la gamification, aide aussi à démocratiser la santé numérique avec une approche, efficace pour motiver, éduquer, faciliter l'usage des technologies. Elle aide les patients, les professionnels et les populations réticentes à s'approprier les outils, de façon, plus engageante. Et j'ai perdu ma slide. Non, c'est bon, je l'ai. Donc quelques opportunités, défis concernant, différents points qu'on a pu voir, plus tôt. Donc l'observance thérapeutique, avec les outils numériques, c'est bien, mais ça comporte des défis, qu'il faut prendre en compte. Donc notamment, on avait vu que les patients oublient ou peuvent négliger un peu leur traitement. Souvent, ils s'adaptent, enfin, ils font en fonction de la situation et puis si la dose n'est pas très bien mise, tant pis. Si, l'injecteur n'est pas très bien mis, le stylo n'est pas très bien mis, dans l'abdomen, bah, tant pis, et cetera. Ça peut avoir un impact, voilà, concret, réel sur la thérapie, sur les performances, puis ensuite sur l'engagement et la motivation du patient. C'est relié. Donc on peut aider aussi avec des rappels ludiques, interactifs, pour éviter qu'il oublie de prendre les médicaments. Donc c'est des notifications dynamiques personnalisées, ça peut être sous forme de quiz ou de mini-défis comme on a vu, mais ça peut être aussi des personnages virtuels ou des mascottes qui rappellent que le traitement, avec humour et empathie, bah, il faut quand même le suivre. Quand je vous parlais du feu d'artifice avec le retour haptique qui est vraiment, émotionnellement ressenti, dans le corps, voilà, c'est ça joue aussi, donc les animations ou les sons peuvent être motivants aussi à la place d'une simple alerte classique. Et donc on a MangoHealth, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui propose des rappels comme ça interactifs, où les patients gagnent des points à chaque prise de médicament. Donc on peut aider, on a vu avec, des récompenses virtuelles, des feedbacks positifs, parce qu'effectivement le manque de gratification immédiate peut pousser les patients à abandonner les traitements. Donc vous avez les systèmes de points et de badges à chaque, prise réussie. Vous avez aussi, les récompenses sous forme de défis progressifs, c'est-à-dire atteindre, 7 jours consécutifs de prise. Ça va jouer sur l'expérience cumulative, donc ça va jouer sur, la vision de la thérapie, la vision en fait de leur progression. Vous avez le classement entre les patients que je mets vraiment entre parenthèses parce que ça peut stimuler la motivation, mais aussi la compétition peut fatiguer le patient, donc attention. Peut-être en santé hors patient, hors médical et encore. Vous avez Piliboxy qui motive, donc Pillboxy, c'est une application, qui motive les patients en attribuant des récompenses visuelles lorsqu'ils respectent leur traitement, par exemple. On peut aider à la transformation du traitement en jeu immersif, parce que, les jeunes patients peuvent, notamment atteints de maladies chroniques, peuvent avoir du mal à suivre leur traitement sur le long terme. Donc vous avez des applications de suivi médical intégrées
à des jeux où la prise de médicaments permet d'avancer dans l'aventure. Vous avez une narration, un storytelling qui donne plus de sens finalement au traitement, qui permet d'avoir une transcendance, une transcendantalité plutôt dans la vision du patient, c'est-à-dire qu'il va plus le faire que pour lui, mais il va le faire pour une autre raison, un autre engagement. Et puis vous avez, bon, bien sûr, les mini-jeux, les petits défis liés aux soins médicaux, qui sont quand même stimulants, faut pas les négliger. Heu, on peut reprendre l'exemple de Rémission qui est destiné aux jeunes patients atteints de cancer, qui transforme la prise de médicaments en un jeu, finalement, où l'utilisateur combat directement les cellules cancéreuses. Ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez aussi aider l'engagement communautaire, et au soutien social, hein, parce que, se soigner seul, ça peut être démotivant. Donc vous pouvez faire des groupes de soutien interactifs avec des défis collectifs. Vous pouvez faire des partages de succès, type, j'ai pris mon dernier traitement pendant 30 jours d'affilée. Vous pouvez faire du mentorat entre patients sous forme de jeux collaboratifs. Par exemple, vous avez, Patients Like Me, qui intègre des éléments de gamification pour encourager l'échange d'expériences et le soutien entre patients. Vous pouvez aussi aider avec une visualisation des progrès et des défis personnalisés. Donc encore une fois, attention à ce que vous allez montrer. Les progrès, c'est lié à la performance. Je ne trouve pas que ce soit très judicieux de montrer la performance. Par contre, dans votre graphisme de visualisation des données, vous pouvez accentuer sur les moments les plus durs en disant t'as rien lâché. T'as rien lâché, c'est chouette, continue. C'est là que le combat a été le plus dur. On le sait, on te connaît. Voilà. Les patients voient pas directement l'impact positif de leur observance, sauf que c'est pas ça qu'ils doivent voir en fait. C'est l'observance directe qui doit être. C'est leur discipline qui doit être leur récompense directe finalement. Donc vous pouvez utiliser des graphiques interactifs pour montrer ça, l'évolution des paramètres de santé ou des KPI liés à l'effort. Vous pouvez faire des défis personnalisés en fonction des objectifs ou de niveau d'effort qu'il peut fournir, et surtout des feedbacks immédiats, des feedbacks qui montrent que le patient il n'est pas seul dans son effort. Voilà. Après, on avait vu encore une fois l'exemple de MySurge pour les diabétiques qui transforment la gestion de la glycémie en jeu. Bon voilà, après ça a toujours ses limites, il faut aller voir un peu plus loin. Donc c'est quand même la gamification, c'est quand même assez puissant pour l'observance parce que ça permet de motiver les patients, ça permet d'apporter des récompenses pour les efforts, ça peut aussi créer un soutien social. Donc voilà, ça permet pas mal de choses. En termes d'éducation et de prévention, donc ça peut sensibiliser les patients aux risques et aux bonnes pratiques, aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux comprendre et gérer leurs conditions, permet d'encourager les comportements sains, type nutrition, activité physique, vaccination, c'est quand même hyper important en santé. Comme je vous rappelle, hein, le design en santé, c'est le bien-être comme le médical. Je veux dire, la santé, c'est très vaste, donc vraiment, il faut prendre en compte tout ça. Donc, comment contourner les obstacles à l'usage de ces outils et à leur performance? Par exemple, on peut faire de l'éducation à la santé via des jeux et des applications interactives, sauf que le manque de compréhension des maladies et des traitements peut entraîner une mauvaise gestion de la maladie. Donc, on va faire plutôt des quiz, des mini-jeux, des simulations immersives pour mieux comprendre les maladies et leurs effets. On va essayer de comprendre les connaissances et on va proposer des histoires interactives pour mettre en scène les personnages confrontés aux mêmes défis de la santé. On retrouve en fait Zombie Run, que je vous avais parlé de ça, l'application Running, où les utilisateurs doivent fuir les zombies pour améliorer leur activité physique. Ça, c'est génial, c'est hyper engageant. Vous avez aussi Health Seeker, une application qui encourage les patients diabétiques à adopter une mode de vie plus sain avec des défis interactifs. Pareil, on peut faire aussi des serious games pour l'apprentissage des maladies chroniques. On l'a vu en haut, sauf qu'en fait, les jeunes atteints de patients de maladies chroniques ont du mal à comprendre leur pathologie et à suivre leur traitement. Donc, on va finalement utiliser des techniques, des petites astuces. On retrouve toujours les mêmes techniques de dynamique de jeu avec le jeu immersif où le patient combat la maladie. On a des scénarios qui peuvent être assez réalistes pour montrer l'impact des bonnes et des mauvaises décisions. On peut aussi avoir une personnalisation de l'expérience en fonction du diagnostic et des symptômes du patient. Et je vous parlais justement de l'énergie, des efforts qu'il peut se fournir. C'est vraiment central en conception d'expérience patient
de se focaliser finalement sur l'énergie qu'il a à disposition. Et encore une fois, on a l'exemple de Pain Squad, donc, qui est une application qui aide les enfants atteints de cancer à suivre la douleur sous forme de mission de police. Ça incite finalement à travers ça à mieux communiquer les symptômes aux médecins. Donc on peut continuer aussi, on peut faire du suivi et de la prévention de maladies chroniques parce que le suivi des maladies chroniques est souvent contraignante et décourageante. Donc on va retrouver le système des défis quotidiens, des objectifs personnalisés pour motiver le patient, les points, les badges pour récompenser la gestion régulière de la maladie, les graphiques interactifs. On retrouve en fait l'exemple de Masterge, en fait, qui est l'application diabétique qui améliore la gestion de la glycémie avec les récompenses, etc. On a aussi Phytocratie, une application qui motive les utilisateurs à bouger davantage en attribuant des points et des niveaux à chaque activité physique réalisée. Donc encore une fois, là, on est sur de la performance. Bon, j'ai pris des exemples qui existaient, mais restez plutôt sur les efforts. Les efforts sont les KPI de performance à prendre en compte. Parce qu'un même résultat peut demander plus d'efforts pour une personne et moins d'efforts pour une autre. C'est pas toujours très, très juste de tabler uniquement sur les performances en santé. On pourra faire de la prévention, inciter au changement de comportement type nutrition, tabac, alcool. Voilà, il faut changer ses habitudes de vie. C'est pas toujours évident d'arrêter de fumer, de perdre du poids ou de mieux dormir. Ça demande bien sûr de la discipline en plus de la motivation. Donc on peut envisager un coaching virtuel. Voilà, toujours avec des récompenses, hein, mais voilà, c'est encore une fois une question de stratégie derrière qu'on va mettre en place avant l'application des techniques du X. Vous avez les challenges collectifs, les classements, la personnalisation des défis. Et vous avez pour ça l'exemple de Smoke Free. C'est une application qui aide les fumeurs à arrêter en leur montrant des progrès, en leur donnant des récompenses virtuelles à chaque étape franchie. Et vous avez aussi Carrot Fit. Carrot Fit, c'est une application qui transforme la perte de poids en jeu avec des défis humoristiques cette fois-ci et des encouragements. Et l'humour, c'est vraiment hyper important. Alors c'est touchy en santé, hein, c'est pas évident. Hein, c'est mieux voilà, en bien-être ou voilà, on va éviter dans le médical, mais c'est vraiment important de pouvoir utiliser l'humour. Ensuite, vous avez donc la sensibilisation aux gestes, aux préventions et aux premiers secours. Et sauf qu'en fait, bon, il y a beaucoup de personnes, même si elles sont sensibilisées, elles connaissent pas les gestes des premiers secours, elles ont pas les bons réflexes. Donc là, du coup, on va plutôt faire de la simulation. La simulation en situation d'urgence, comme on pourrait le faire pour l'apprentissage des chirurgiens, mais là, ça va être plutôt pour le grand public, avec des défis et des tests en temps réel pour vérifier les connaissances. Bon, les badges, les classements, tout ça, le mécanisme classique. Vous avez en exemple d'application, vous avez Staying Alive, qui est une application qui enseigne les gestes de premier secours et qui permet aussi de localiser des défibrillateurs les plus proches, ce qui est quand même pas trop mal. Vous avez un autre exemple aussi avec First Aid by British Red Cross, qui est une application qui propose des scénarios interactifs pour apprendre les gestes de secours de manière ludique. Donc la gamification aide aussi à l'éducation et la prévention. Elle rend l'apprentissage de la santé plus accessible et engageante. Elle transforme la prévention en un processus interactif et motivant. Et elle encourage à l'adoption des comportements sains à long terme. Et on retrouve ça finalement au niveau de la formation des professionnels de santé, qui est souvent en fait théorique, longue, exigeante. L'engagement est plutôt limité et les compétences pratiques coûtent cher à acquérir et demandent de prendre des risques. C'est pour ça que l'approche immersive, interactive, en réalité virtuelle est plébiscitée. En tout cas en France, on a vraiment des grosses plateformes de simulation. L'avantage de la gamification, c'est de rendre l'apprentissage plus engageant, donc avec des défis, des scores, des récompenses. Excusez-moi, il y a encore mon kebab sur pâte là qui fait des siennes, pardon.
Voilà, ça peut favoriser aussi l'apprentissage par l'erreur dans un environnement sans risque. Vous avez la simulation des situations cliniques complexes qui peut améliorer la prise de décision parce que quand on a des facteurs risques qui s'accumulent, ben, à un moment donné, on a le cortisol qui remplit le cortex préfrontal et on n'arrive plus à prendre les bonnes décisions. Donc, il faut aussi s'entraîner à ça. Et puis encourager la collaboration, la compétition saine entre apprenants. Et on sait qu'une chirurgie ne se fait pas tout seul. Il faut améliorer travailler la collaboration entre les soignants. Ça peut se faire aussi avec des systèmes d'apprentissage gamifiés. Donc, les erreurs médicales sont quand même une cause majeure de complications et l'apprentissage purement théorique ne prépare pas toujours bien aux situations réelles. Donc, ce qu'on devrait envisager, c'est plutôt, comme je disais, des simulations immersives en 3D ou en réalité virtuelle pour pratiquer des gestes médicaux en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible quand même avec les lunettes qui sont accessibles pour pas très cher, les lunettes de réalité virtuelle. Les scénarios, c'est là que ça va jouer plutôt, c'est les types de scénarios interactifs que vous allez créer, où le soignant peut ou doit poser un diagnostic et prendre des décisions en temps réel. Vous avez l'évaluation en temps réel et le feedback instantané qui est hyper important pour l'apprentissage. Si vous n'avez pas de feedback en temps réel, vous n'avez pas d'apprentissage. Ça, c'est hyper important. Voilà, vous devez le prendre en compte. Donc vous avez en exemple d'application, vous avez Touch Surgery, qui est une application qui permet aux chirurgiens de s'entraîner à des interventions en réalité augmentée cette fois, avant d'opérer un vrai patient. Vous avez aussi Body Interact, qui est un simulateur interactif de prise en charge des urgences médicales, où les professionnels de santé doivent diagnostiquer et traiter des patients virtuels. On peut aussi faire des certifications interactives et des évaluations ludifiées, parce que la formation continue des professionnels de santé peut être perçue comme rébarbative ou chronophage. Donc ça, c'est pareil, en France, on commence à travailler sur les types de supports qui peuvent aider les internes, les étudiants en médecine à se former en palliant au côté rébarbatif. Donc, toujours avec les badges, les certifications numériques, voilà, ça permet de valider des modules interactifs. Travailler la stratégie du parcours d'apprentissage de façon personnalisée pour que les soignants puissent progresser à leur rythme, c'est aussi hyper important. Puis après, vous avez toujours aussi le système de niveau et de points qui permet de motiver et de maintenir l'engagement. Donc, en exemple, on a Medscape, CME et Education, une plateforme qui propose des formations interactives pour les médecins avec des quiz et des défis pour valider leurs connaissances. Bon, encore une fois, on est dans le très théorique, hein, donc ça ne suffit pas, mais ça permet aussi d'avoir un exemple sous le coude. Vous avez aussi l'exemple d'Osmosis, qui est une application éducative qui utilise des jeux, des quiz, des vidéos interactives pour aider les étudiants en médecine à réviser et obtenir des certifications. On peut faire donc des jeux sérieux pour la formation en situation d'urgence. Parce que, comme je vous le disais, pour préparer et gérer les urgences sous pression, c'est pas toujours évident. Donc, faire un serious game basé sur des scénarios de crise type AVC, arrêt cardiaque ou traumatisme, c'est hyper important. Là, dans ces cas-là, vous allez faire des défis chronométrés où l'utilisateur va prendre les bonnes décisions sous stress. C'est hyper important qu'il soit stressé en fait pour qu'il soit en situation. Et vous pouvez du coup mettre en place un mode multijoueur pour encourager justement le travail d'équipe et la collaboration interprofessionnelle. On a pour ça l'exemple de Ressuscitation, un jeu mobile où les soignants doivent gérer des urgences médicales en temps réel, type arrêt cardiaque, intubation, administration des médicaments. Puis vous avez aussi Pulse, qui est un simulateur qui entraîne les soignants à réagir rapidement aux situations d'urgence dans l'environnement hospitalier virtuel. Donc vous avez des différents mécanismes de jeu qui peuvent en fait rentrer en compte avec des leviers type vitesse, type multitude de simulations, de perturbations. Et donc ça permet d'entraîner le cerveau. Alors j'ai entendu qu'il y avait une question, mais je peux pas la lire, donc Rafiou, je te laisse me dire ce que c'est. Ah, non. Ah oui, mais non, c'était juste pour rappeler.
je ne vois pas la liste des explications que tu donnais là dans la liste ici, en fait. Moi, Oui, c'est moi qui demandais, en fait, voilà. ouais, je suis restée très light sur la présentation, Hmm, mais ok. je pourrais faire un document si vous êtes intéressé. Vous me dites hein, par mail, je vous donnerai la liste je pourrais vous donner toutes les explications que je vous donne. Je vous mettrai tout par écrit avec les noms des, des applications citées, des exemples. Je vous mettrai aussi, je vais vous parler des études, ensuite des études scientifiques que je vais citer, je vous mettrai les liens dedans. Donc n'hésitez pas, que vous soyez là, en toute façon, avec nous, ou si vous voyez voilà, le webinaire plus tard, vous m'écrivez, je vous envoie le support, il n'y a pas de problème. Juste que comme c'était déjà très compliqué, je préférais faire des slides assez simples. Voilà. Mais après, je peux parler trop vite. Hein. Si vous me dites que je parle trop vite, je ralentis, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est bon, on peut y aller. D'accord, ça marche. Donc vous pouvez utiliser aussi l'intelligence artificielle, et donc la réalité virtuelle pour l'apprentissage des gestes techniques. Parce que c'est difficile sans pratique répétée, donc il faut un environnement de formation et la réalité virtuelle est propice pour pratiquer les interventions. Vous avez aussi les mannequins connectés et les feedbacks en temps réel sur la qualité du geste. Vous avez les systèmes de progression et de défis pour améliorer la précision des gestes. Et en exemple d'application, vous avez Virtamed, qui est un simulateur en réalité virtuelle, qui permet aux chirurgiens de s'entraîner à faire des interventions complexes avant de réaliser sur un vrai patient. Et vous avez aussi l'exemple de SimX, une plateforme de formation en réalité virtuelle qui plonge les soignants dans des cas cliniques interactifs en 3D. Ensuite, on peut faire des serious games voilà, pour la communication et l'éthique médicale, parce que les professionnels doivent souvent gérer des relations humaines complexes avec les patients et les familles. Donc des jeux de rôle interactifs où le soignant apprend à annoncer un diagnostic difficile, c'est hyper important aussi, je trouve, hein, parce que c'est le début de la thérapie, souvent. Donc du coup, c'est important que ça parte bien. On peut faire des scénarios immersifs pour ça aussi, pour améliorer la communication avec les patients et les collègues. On peut travailler les points, les feedbacks pour ajuster la posture, le discours en fonction des réactions du patient. Et pour ça, on a l'exemple de Virtual Reality Patients, une plateforme qui entraîne les soignants à interagir avec des patients virtuels souffrant de diverses pathologies. Et vous avez aussi un autre exemple, c'est Empathy Training Games, c'est des jeux qui aident les soignants à développer leur intelligence émotionnelle et à mieux gérer les patients anxieux ou agressifs. Donc la gamification, elle aide vraiment dans la formation médicale. Donc forcément, elle va aider aussi au niveau de l'expérience patient et à l'amélioration en fait de la e-santé. Parce qu'elle va permettre un apprentissage interactif, engageant, efficace. Elle va réduire les risques d'erreur en permettant aux soignants de s'entraîner sans conséquences réelles. Elle va améliorer la communication et le travail en équipe en créant des environnements immersifs et elle va accélérer l'acquisition des compétences grâce à un feedback immédiat et des récompenses motivantes. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ce qui a pu se faire en Afrique. Alors, j'ai trouvé ce que j'ai pu trouver. Je manque de recul, je manque de connaissances sur le terrain. Donc, je vous laisserai en fait prendre ce qui vous intéresse et ne pas prendre ce qui vous intéresse pas ou ce qui vous concerne pas. Mais je pense que voilà, c'était important pour moi aussi d'avoir des études de cas qui correspondent non pas à la France, mais plus à l'Afrique. Donc on a des programmes tels que Multiplies Active Days ou Discoveries Active Rewards qui ont intégré des éléments de gamification pour encourager l'exercice physique avec des récompenses, des défis pour motiver les individus à adopter un mode de vie plus actif. Et l'étude a exploré l'impact de ces programmes sur la motivation des participants à améliorer leur santé grâce à l'exercice. Donc c'est pareil, je vous donnerai le lien de l'étude. Voilà, vous me demandez par mail, je vous l'enverrai sans problème. Vous avez aussi l'adhésion au traitement antirétroviral ART. Il y a une étude qui a été menée par la Desmond Tutu Health Foundation qui a évolué une application mobile gamifiée
qui vise en fait à soutenir l'adhésion au traitement antirétroviral des patients. Et l'application proposait des défis liés à la santé, des récompenses, des jeux cérébraux, un suivi de la médication, des fonctionnalités sociales pour maintenir l'intérêt et la motivation des utilisateurs. Et les résultats ont montré des améliorations prometteuses dans l'adhésion au traitement. Vous avez aussi, d'un point de vue, alors je crois que c'est pas en Afrique, c'est dans d'autres pays, je me rappelle plus lequel, ou de la gestion de l'hypertension via une application mobile. On a une étude de cas internationale portée sur le développement et la mise en œuvre d'une méthode de gamification pour améliorer l'engagement des utilisateurs avec une application mobile de surveillance de l'hypertension. Et les résultats ont indiqué que la gamification favorisait l'engagement en stimulant la motivation intrinsèque des participants, en particulier lorsque c'était combiné avec l'assistance de professionnels de santé. Une dernière étude pour la formation des étudiants en médecine qui a examiné les effets de la gamification en utilisant des cartes de prise de décision sur les compétences de diagnostic des étudiants en médecine. Et les résultats ont suggéré que cette approche pouvait améliorer la prise de décision des diagnostics et la gestion des coûts en utilisant des scénarios de cas. Donc voilà, ça illustre bien que la gamification peut être appliquée à la fois pour le patient comme pour le professionnel de santé, que ça pouvait aider à la formation comme à l'adhésion au traitement. Donc, je vous enverrai, je vous enverrai les sources sans problème. Vous me demandez, il n'y a pas de problème. Donc il y a quand même différents défis au Togo, comme dans d'autres pays africains, mais aussi de plus en plus en France, c'est le manque d'accès aux soins, la faible sensibilisation aux maladies chroniques et infectieuses, les difficultés d'adhésion au traitement. La gamification, ça permet vraiment d'améliorer la prévention et l'éducation sanitaire et le suivi des patients. Après, son implémentation est pas si évidente que ça, et il y a quand même pas mal d'obstacles. Notamment, on peut parler des infrastructures numériques qui sont encore trop limitées plutôt, parce que l'accès internet, on en parlait tout à l'heure, au smartphone reste limité, surtout au milieu rural, et c'est quand même difficile d'implémenter des solutions basées sur des applications mobiles ou des plateformes en ligne dans ces cas-là. Donc une des solutions possibles, et encore une fois, vous prenez ce qui vous parle pas, vous le mettez de côté, ce serait de faire des solutions basées sur des USSD, CSMS interactifs ou des serious games sur des terminaux accessibles. Alors, si on n'a pas de mobile, on le fait autrement, ça peut être autre chose que des technologies numériques. On peut aussi avoir un coût élevé au niveau du développement, du déploiement, parce que les jeux sérieux, les applications gamifiées, ça demande quand même des financements importants, on ne va pas se mentir. Les budgets en santé publique sont limités partout en France aussi. Ça peut être freiné par l'investissement que ça demande. Donc, une des solutions, c'est d'envisager des partenariats publics-privés. Moi, je pense vraiment que c'est l'avenir. Qu'on devrait vraiment développer de plus en plus ça, mais toujours en faveur de l'accessibilité patient. On peut trouver des subventions aussi au niveau des ONG, des financements internationaux. Voilà, il faut travailler aussi donc l'acceptation par les professionnels de santé qui n'est pas toujours évidente, parce que la gamification peut être perçue comme un divertissement plutôt qu'un outil sérieux, donc ça peut jouer finalement contre l'image que le professionnel a de lui ou de son métier. Donc voilà, il est remarqué en effet qu'il y a un faible engagement des soignants dans l'intégration de la gamification dans la pratique quotidienne médicale. Et donc une des solutions, c'est la sensibilisation et la formation à l'intérêt des approches gamifiées. Encore une fois, tout ça, ça demande énormément de temps. C'est facile à dire, mais c'est pas évident à mettre en place, on est bien d'accord, hein. On peut rencontrer aussi de la résistance culturelle pour l'acceptation sociale de la gamification. Et certains patients peuvent ne pas du tout prendre au sérieux les outils de santé gamifiés, c'est comme les professionnels de santé. Et l'adoption est sérieusement limitée par les populations, notamment les plus âgées. Donc, il faudrait adapter les jeux aux réalités culturelles locales. Et ça, Rafiou, tu en as une vraie conscience. On en avait parlé, tu me l'avais rappelé quand on travaillait sur l'événement qu'on veut créer. Il faut vraiment intégrer finalement cette dimension de jeu, de gamification aux pratiques traditionnelles et locales. Parce que sinon, on ne va pas forcément intégrer, engager l'usager, le patient. Et enfin, donc le manque de données, parce qu'on n'a pas de recul finalement sur ces usages, on n'a pas d'évaluation de tout ça.
Il y a peu d'études qui mesurent l'impact de la gamification de la santé, en France comme au Togo et donc c'est particulièrement difficile de convaincre les décideurs d'investir dans cette solution. Donc il faudrait en fait, pour pallier à ça, mener des projets pilotes et collecter des données d'impact. Et pour mener des projets pilotes, finalement, c'est votre investissement à vous, c'est votre dynamique à vous. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps, on est d'accord. Mais c'est vous qui allez pouvoir projeter ces projets pilotes et, et engager finalement d'autres professionnels avec vous. Et c'est important de pouvoir les initier quand même. Donc, il nous reste encore 2 slides. Donc à retenir principalement, les pistes qui peuvent, favoriser l'adoption, à la gamification en santé. On a, l'usage des technologies accessibles, type, SMS, radio éducative, chatbot pour la santé et cetera. On a la gamification des programmes de vaccination et de prévention des maladies chroniques type diabète, hypertension, et donc ça va être lié à des campagnes qui ont utilisé des techniques de design comportemental, par exemple, d'intervention comportementale à grande échelle. Donc du coup, on va commencer par une petite localité, on va faire soit un service, un hôpital ou un village, un département, etc. Et après, on va grandir. On va faire de la formation des professionnels de santé avec des simulateurs gamifiés pour améliorer les compétences. On peut travailler le soutien on peut obtenir le soutien des bailleurs de fonds et des ONG pour financer les projets pilotes. Et donc ça va vraiment favoriser l'adoption de la gamification en santé au Togo comme en France. Voilà. Par exemple, on pourrait imaginer une application ludique en SMS pour encourager les femmes enceintes à suivre les consultations prénatales, par exemple. Donc la gamification a un vrai potentiel pour améliorer la santé, mais ça nécessite une adaptation aux réalités locales, une sensibilisation accrue et des financements ciblés. Donc on arrive à la dernière slide concernant les facteurs clés qui peuvent jouer directement sur le succès des dispositifs gamifiés. Donc facteurs clés axés sur la simplicité et l'accessibilité des solutions. Donc on a vu ça avec des outils compatibles avec les téléphones basiques, USSD, SMS, interactifs, en développant des formats légers et peu gourmands en données mobiles. On peut développer des partenariats stratégiques, donc avec collaboration avec les ONG, institutions locales, pour financer, promouvoir ces outils, et provoquer l'implication aussi des opérateurs télécoms pour diffuser les jeux éducatifs par SMS, par exemple. Il faut aussi, pardon, je suis passée trop vite. Il faut aussi penser à l'implication des professionnels de santé, donc avec des formations et de sensibilisation des soignants, intégrer la gamification dans leurs pratiques, et penser à la co-création avec les médecins pour garantir la pertinence des contenus aussi. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais bon, ça va de soi. Là, on fait plus de design aujourd'hui sans être dans la co-conception, la co-création des dispositifs. Anticiper, bien sûr, l'intégration culturelle et linguistique en adaptant les jeux aux contextes locaux, en utilisant des langues locales et des références culturelles. Aujourd'hui, si on est capable de traduire une application en anglais et de faire différents niveaux avec différents storytelling, ben, on est capable de s'adapter aux langues locales et aux références culturelles et faire des contextes, des jeux liés aux contextes locaux. Et il faut valoriser aussi les personnages et les scénarios inspirants parce que l'histoire, le storytelling va vraiment engager les utilisateurs. Et on va penser surtout ne jamais oublier la partie évaluation et amélioration continue. Dans votre budget, pensez à le mettre en place parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer les dispositifs dans le pays. Donc, mener des études d'impact pour prouver l'efficacité de la gamification en santé, en le rentrant dans le budget dès le départ aussi, et ayez une stratégie pour recueillir les retours des patients et des soignants et ajuster les outils. Voilà, pas juste avec un questionnaire de post-utilisation. Voilà. Donc, le succès de la gamification en France ou au Togo, ça pourrait en fait reposer sur des solutions adaptées aux réalités locales, avec un fort engagement des acteurs de santé et des financements bien ciblés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'ai fini mes slides. Je confirme que j'ai fini mes slides. Voilà. Bon, j'espère que ça a été et que c'était pas trop speed, qu'il n'y a pas eu trop de coupures. Non, il n'y a pas eu de coupure. Encore une fois, c'est bon.
une masterclass, en fait. Bon, on apprend encore de nouvelles choses, surtout des applications que j'ai bien notées, en fait. Je vois aussi la manière dont on peut détourner aussi l'utilisation d'une application vers d'autres fins. Bon, tu as parlé de Strava, que je connaissais. Ouais. Pas mal d'applications et pas mal de solutions que je découvre, en fait, surtout Virtamate. Voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça là. Maintenant, moi, je vais poser une question avant de donner la parole aux gens qui sont, à ceux qui sont là. Bon, je sais qu'il y a un public design, expérience utilisateur et des gens aussi de la communication. Tu parlais de niveau d'énergie et puis de l'aspect spirituel, en fait. Voilà. Le niveau d'énergie, ça a à voir avec l'énergie physique ou quoi? Oui, C'est-à-dire l'énergie, voilà. Ok, oui. oui, alors l'énergie physique. Je vais faire un petit pont de secteur. Là, je sais pas si vous connaissez, chez nous, en France, on a une grande star de la transition écologique qui s'appelle Jean-Marc Jancovici et qui nous dit qu'en Oui. fait, je vais retomber après sur le sujet, t'inquiète pas, qui nous dit qu'en fait, pour limiter l'impact carbone au niveau de l'écologie, il faut en fait moins consommer, etc. Il dit toujours que l'énergie, c'est le carburant de la transformation. Donc tout ce qu'on veut transformer coûte de l'énergie, en essence, en pétrole, en électricité, etc. Il faut savoir qu'un patient lutte contre une maladie. Il lutte contre lui-même, il lutte contre quelque chose qui est en lui, donc ça lui demande de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient, il est en train de se transformer en permanence. Il se transforme physiquement, il lutte physiquement, et il se transforme psychologiquement. Spirituellement aussi, probablement, mais c'est pas sûr. Spirituellement, ça peut être la transcendance qui l'aide à avancer. C'est-à-dire, puisque moi, je suis tellement changeant dans mon esprit, dans mon corps, je vais m'en remettre à Dieu, parce que lui, il change pas. Lui, il est toujours là pour moi, et lui, il me montre le chemin, tu vois? Donc ceux qui ne sont pas croyants, ils vont avoir une transcendance type transcendantalité pardon, type mes générations à venir, type mes enfants, type ce que je lègue. Ça peut être, ou alors les autres patients, si je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres patients. Ceux qui ont une spiritualité, quelle qu'elle soit, ils vont avoir une croyance sur l'après, l'après-vie, sur ce que attend Dieu, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un changement identitaire, une transformation qui demande de l'énergie. Et donc ça va puiser. C'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne va pas forcément prendre en compte, ni dans les questionnaires psychométriques, ni dans les KPI. Or, c'est fondamental de le faire quand on travaille l'expérience patient en santé, parce que c'est ce qui va conditionner sa capacité à faire des efforts. Et les efforts, c'est ce qui va lui coûter le plus, c'est ce qui risque de le décourager le plus. Donc c'est ce qu'il faut encourager le plus. Encourager le plus. Donc qu'est-ce qui va encourager les efforts? C'est tout ce qui va nourrir cette énergie. Tout ce qui va nourrir cette énergie physique, tout ce qui va nourrir cette énergie psychologique, intellectuelle, tout ce qui va le stimuler. Et la gamification va aider là-dedans. En tout cas, c'est clair. Bon, c'est clair de mon côté. Bon, on ouvre la parole à ceux qui veulent poser des questions sur le sujet. Soit vous avez deux options. Vous écrivez dans le commentaire au cas où votre micro ne peut pas parler, ou carrément vous levez la main et vous parlez. Il y a toujours un temps pour les questions. Oui, voilà, tout à fait. Charlotte, tu as la parole. Merci bien. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Mer- Merci Marion pour ce temps très captivant. Il y a eu beaucoup de trucs à apprendre. Il y a eu beaucoup de clarifications. Merci, c'était précis, concis. Merci. Euh, je pense que j'ai une question. Et elle va plus du côté de ce que je fais au quotidien, donc du côté UX et de l'implémentation, de la création d'applications. Euh, pour destiné à un certain public. Et ma question, c'est de savoir dans le cadre médical, quel est le sujet de recherche principal? Bon, je sais que par exemple, si je veux créer une application
les patients atteints de cancer, je devrais faire la recherche sur des patients atteints de cancer, mais j'ai du mal à voir des patients atteints de cancer comme sujet de recherche qui vont venir tester l'application et tout ça. Donc, j'aimerais savoir du haut de votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il faudrait se concentrer sur les patients ou plutôt sur le corps médical qui, eux, connaissent bien aussi leurs patients, mais il y a aussi une contrainte, c'est qu'ils ne sont pas les patients. C'est vrai que c'est une excellente question. J'ai pas du tout abordé cette notion-là de recrutement et de panel, et c'est fondamental quand on travaille l'expérience patient. Donc merci pour la question. Quand on a du mal à avoir des patients, alors j'imagine que vous avez déjà dû passer par les associations de patients. Nous, on a pas mal d'associations de patients en France et du coup, on passe par eux pour pouvoir faire des tests, enfin, pour pouvoir en fait les intégrer dans la co-conception des dispositifs, des applications en santé. Je vous conseille pas de passer par les professionnels de santé parce que leur regard est biaisé. Et c'est comme les algorithmes en intelligence artificielle, hein, vous allez répéter finalement leur biais. C'est mieux que rien, mais c'est pas, ça va pas aller dans le sens des utilisateurs. Et en fait, ça rejoint ce que je disais par rapport au dispositif de financement. En France, on a beaucoup de mal aussi d'avoir accès aux patients. Donc, du coup, on a des financements de recherche scientifique et ça se passe entre les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, et les universités. Il y a des accords de recherche qui font que finalement, les professionnels de santé, les professeurs, praticiens hospitaliers, professeurs universitaires, qu'on appelle PUPH chez nous, travaillent à la fois en tant qu'enseignants, chercheurs et praticiens et bénéficient en fait de dispositifs qui sont payés par l'État, financés par l'État avec l'Agence nationale de recherche. Et c'est en multipliant ces dispositifs-là qu'on peut financer finalement les recherches au sein des milieux médicaux et donc avoir accès aux patients. Parce qu'on est dans un dispositif scientifique, parce on travaille avec les professionnels de santé qui sont spécialistes, et donc ça nous permet en fait d'avoir des portes ouvertes. Quand on est privé, alors je ne sais pas quel est votre cas, quand on est privé, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à un panel de patients. Oui, merci pour la réponse. Justement, c'est assez compliqué quand on est privé. Vous êtes Donc, privé? les deux. Dans le cadre de mon travail, je suis public, mais dans le cadre de certaines applications, je suis privé. Et D'accord. euh, dans les deux cas, quand même, on est confronté à ce souci-là parce que euh, ici, c'est assez difficile d'avoir des associations, par exemple des associations de patients qui vont justement servir de test. Donc, c'est un peu compliqué. Et il y a un autre souci, c'est aussi les conditions dans lesquelles les patients ils sont. C'est très difficile de voir un patient dans une condition assez déplorable et de se dire quand même, on va aller le voir pour lui demander de tester notre application et tout. Oui, je suis d'accord. Alors juste, je vais revenir un peu sur, la problématique précédente. Tu as aussi les forums en ligne et les, groupes de patients sur les réseaux sociaux qui restent accessibles. Ils sont pas hyper ouverts, ils sont très méfiants parce qu'ils ont peur de se faire voler leurs données sans être aidés. Ils ont pas du tout envie d'être des on appelle ça chez nous des vaches à lait. Heu, voilà, mais tu peux peut-être tenter une approche. Euh, Concernant le deuxième point, rappelle-moi ce que c'était. Pardon, j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, ça va. Le deuxième point, c'est plus le fait qu'on ne puisse pas aborder certains patients Oui, vis-à-vis de leurs conditions. oui. Alors là, effectivement, s'il est fatigué et qu'il voit pas l'intérêt, ça sert à rien de le forcer. C'est un manque de respect, donc on n'y va pas. Il faut en fait trouver des patients qui ont envie, voilà, qui ont cette transcendantalité-là qui fait qu'ils ont envie d'aller plus loin. Si ce n'est pas pour eux, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour le patient qui va utiliser l'application, ça va être pour
que ses petits-enfants soient fiers de lui, ça va être pour rendre service et puis être en accord avec son Dieu, ce que demande son Dieu, peu importe. C'est quand tu cherches un patient à recruter, ça veut dire que la prérogative, ce serait de quel est l'état d'esprit du patient. Est-ce qu'il accepte, tout simplement, pour X raisons, de participer dans telles conditions si ça peut l'aider pour se sentir mieux avec lui-même. Il y avait une célèbre Elisabeth, je ne me rappelle plus de son nom, Kurz, quelque chose comme ça, je vous le retrouverai si vous voulez, qui travaillait en fait sur la mort. Donc elle venait interroger les personnes qui étaient sur le point de mourir, c'est-à-dire qu'elle savait très bien qu'elles allaient mourir. Ça a fait un scandale dans les années 60-70 aux États-Unis parce qu'en fait ça ne se faisait pas, c'était indigne. Aujourd'hui, enfin, on pratiquait la langue de bois, on ne disait pas aux patients qu'ils allaient mourir, on ne leur disait pas quel était leur vrai état de santé. Les proches ne leur disaient pas non plus et ne les inquiétaient pas et souffraient de leur côté sans rien leur dire. Et elle arrivait comme ça en voulant leur poser des questions sur leur vision de la mort qui approchait et ce qu'ils ressentaient, etc. Donc, il y a des sujets comme ça qui sont délicats à approcher. Il y a des sujets qu'il vaut mieux approcher avec un professionnel de santé ou avec un psychologue si c'est compliqué. Et puis si c'est trop compliqué de le faire en face à face, peut-être commencer par simplement un questionnaire ou des questions via un chatbot où ils peuvent répondre en vocal, en messages vocaux. Voilà, trouver des subterfuges, parce que c'est pareil, vous devez aussi protéger votre vision, vous ne pourrez pas être neutre, ça c'est sûr. Et votre interaction d'ailleurs avec le patient va enlever la neutralité de la situation ou de ses réponses. Mais vous devez aussi vous protéger pour ne pas être trop impacté par certaines confrontations, enfin par certaines interviews avec les patients. Donc, si tu sens que c'est déplacé, si vous sentez que c'est déplacé, si vous sentez que le patient est à bout mais vous y allez pas. J'insiste vraiment sur l'éthique du métier. À un moment donné, dans une précédente vidéo, dans un précédent séminaire, je disais, et j'avais été reprise dessus, d'ailleurs on m'avait reprise dessus, je disais, si vous avez peur de ne pas être dans l'éthique, posez-vous la question, est-ce que je serais capable de l'expliquer à un groupe d'amis sans en avoir honte? Est-ce que je suis capable d'assumer ce que je fais et d'en parler ouvertement à table, avec des gens que j'apprécie? Sinon, ça veut dire que non, globalement, votre action, elle n'est pas top, elle n'est pas éthique. C'est toujours très poreux. On prend ce qu'on fait comme c'est quelque chose de bien ou parce que notre patron nous le demande, et on doit le faire. Non, en fait, il faut toujours se poser la question, dans notre infime petite action, est-ce qu'on est éthique? Est-ce qu'on est légitime? Et donc, on m'avait rétorqué, mais non, l'éthique, si quelqu'un est un peu un bourreau, si on s'en fiche, il va pas se poser les bonnes questions et puis, il va faire des choses qui sont pas cool. Sauf que vous avez, alors je mange les noms, moi si je les note pas, je les mange. Vous avez le test de c'est pas Albert, je sais plus qui c'est, vous savez, c'est, quand on demande aux gens de donner des décharges électriques à des sujets qui simulent et en fait, on demande d'augmenter, voire d'aller à la dose létale. Évidemment, c'est fictif, il y a pas de dose létale. Sauf qu'en fait, comme on leur demande de le faire, que soi-disant c'est pour le bien de la personne, or la personne, en fait, elle souffre, c'est clair, hein. Les sujets le font. Ils vont envoyer la dose létale alors que ils sont pas censés le faire, la personne souffre. Donc, il y a un risque, que ce soit dans la santé ou dans tout autre secteur, c'est de se déresponsabiliser en laissant en fait le chef, le surchef, le gouvernement prendre en fait la responsabilité de nos actions. Or, personne ne sait vraiment ce que c'est que designer en fait une fonction, une fonctionnalité qui va aller dans le quotidien d'un patient, etc. Donc nous, dans notre fort intérieur, on sait si notre démarche est bonne ou pas. Que ce soit pour interviewer un patient ou pour faire une fonctionnalité, il faut toujours se demander est-ce que c'est correct envers l'être humain qui est
une autre personne comme moi, hein, on est tous pareils. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Sinon, bah non, j'y vais pas. Si c'est ok, je tente. Si je suis pas à l'aise, j'y vais avec prudence. C'est vraiment important de s'écouter, je pense, et d'être complètement responsable de ses choix. Alors, je sais pas si je t'ai répondu. J'en ai profité pour mettre la responsabilité dedans. Mais je cite toujours Hannah Arendt qui disait le mal est dans les détails. Il faut pas l'oublier, ça. Toutes les maladresses, toutes les responsabilités qu'on refuse d'endosser, c'est potentiellement des failles qui peuvent nuire à d'autres. Si, si, je pense que c'est assez clair. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Ok. On ne sait pas trop s'il y a encore d'autres questions. Voilà. Bah, de toute façon, je reste disponible, que ce soit sur LinkedIn ou par mail ou même via Raffiou. Si vous êtes en contact avec Raffiou, n'hésitez pas à poser vos questions. Puis je vous enverrai le document, on se débrouillera. Quelque chose d'un peu plus complet qui reprend tout ce que je vous ai dit. Ok, top. Euh, je cherchais aussi le nom du psychologue qui envoyait les décharges là. Je n'ai pas trouvé. Je le retrouverai, sinon je le mettrai dans le document. Ouais. Je ne trouve pas non plus. Je me semblais que c'était docteur Albert quelque chose, mais j'ai dû confondre avec un autre. Je me rappelle plus lequel c'est. Bien. Bon, je sais pas trop. Bon, on a fait le tour quand même. On a fait le tour. On a fait le tour quand même. On a parlé de long en large. On a expliqué le concept. Maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce que nous allons implémenter ces solutions, ces diverses propositions et ces pistes, en fait. En tout cas, moi, j'ai découvert beaucoup de choses, hein, beaucoup. Surtout en matière de tout ce qui est virtuel, tout ce qui est au niveau de Serious Game, en fait. Aider le personnel de santé à se former, à faire des tests d'abord avant de faire ça sur les gens. J'ai découvert quand même beaucoup de choses. Donc voilà, en quelque sorte. Je ne sais pas si, Marion, si tu as un truc aussi à ajouter, peut-être que tu as oublié. Sinon, je pense que c'est bon à mon niveau quand même. Ouais, c'est bon aussi à mon niveau, il n'y a pas de souci. Ok, merci bien. Ben, merci à vous, merci pour l'accueil. Non, Moi, je suis toujours très contente de vous retrouver. au plaisir, au plaisir, au plaisir. En tout cas, ce qui Avec est sûr, plaisir. on sera là, on est là. Eh ben, ça me fait plaisir, je Ok, suis contente de vous retrouver à chaque fois. Allez, merci ouais. beaucoup. Allez, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Ouais.